Seconde partie de notre visite au monastère de Brou à Bourg-en-Bresse. Et pour cela, nous redémarrons en 3 sur notre plan, face au Jubé, afin d'aller découvrir les stalles, le chœur et les tombeaux. On passe déjà une porte en bois à double battant finement sculptée, un travail artisanal incroyable, situé juste sous le Jubé. En 5 et en 6 sur le plan, on découvre ensuite les stalles, rangées de sièges souvent richement décorés, que l'on trouve le long des murs, du cœur des cathédrales, abbayes ou églises collégiales. Ces sièges permettaient de répartir les moines pour les chants ou la récitation des psaumes. Pour la petite histoire, les artisans qui réalisaient les stalles étaient nommés des huchiers. Le travail de détail est incroyable, époustouflant. Depuis les statuettes de dorsale, situées dans le dos, aux statuettes de jouet, situées aux extrémités, ce n'est qu'une véritable dentelle de bois. On distingue encore sur ses joues les fines rayures des outils utilisés à l'époque, et on comprend mieux à quel point le choix des artisans par Marguerite d'Autriche a été réfléchi. Voici pour l'exemple 4 miséricordes finement travaillées, une miséricorde étant la partie de la stalle sur laquelle on s'assoit. Voici le plafond et les vitraux du chœur, où se situent les tombeaux, représentés en 12 sur le plan. Tandis que la partie centrale représente l'apparition du Christ, les vitraux situés de part et d'autre, eux, représentent la généalogie du couple Philibert II de Savoie et de Marguerite d'Autriche. L'héraldique, c'est-à-dire la science du blason, a un code de couleurs. Par exemple, le jaune représente la force, la foi et la richesse. Le rouge, la générosité et le courage. Le blanc, la franchise, l'honnêteté et l'humilité. Le bleu, la fidélité et la loyauté. Le vert, l'amour, la jeunesse et l'abondance. Et le noir, la modestie et l'obscurité. Le premier tombeau, situé sur la droite de la salle, et marqué d'un 8 sur le plan, est celui de Marguerite de Bourbon, à ne pas confondre donc avec Marguerite d'Autriche. En fait, il s'agit de la mère de Philibert II de Savoie. Née en 1438, elle mourut en 1483 à Pondin, non loin de Bourg-en-Bresse, alors que Philibert n'avait que 3 ans. Le lévrier sculpté au pied de son gisant est utilisé pour symboliser la fidélité. Sur le soubassement, on retrouve ce qu'on appelle des pleurants, détail symbolisant la tristesse de la perte d'un être cher, et que l'on peut retrouver aussi sur des tombeaux des grands-ducs de Bourgogne. Au centre, à l'emplacement neuf du plan, le tombeau de Philibert II de Savoie, époux de Marguerite d'Autriche. C'est donc pour lui que Marguerite fit construire ce monastère, mais aussi pour elle afin de pouvoir reposer pour l'éternité à ses côtés. C'est un tombeau que l'on qualifie de moderne, car il est fait de 2 niveaux. Sur la partie supérieure, que l'on nomme au vif, on voit Philibert dans sa tenue officielle. Et sur la partie inférieure, que l'on nomme transi, on le voit nu. Le visage de Philibert a été sculpté non pas à partir de son corps, mais à partir de peintures et sculptures déjà existantes. On remarquera que le gisant au vif, donc supérieur, a la tête tournée vers sa femme et ses mains vers sa mère. La base du tombeau et la séparation entre les 2 gisants sont en marbre noir provenant de carrières belges et suisses. Les gisants sont eux sculptés dans du marbre de Carrare qui fut transporté par bateau depuis Gênes en Italie jusqu'à Marseille, puis remonté par le Rhône. Et la structure est en albâtre de Saint-Lotin, donc d'origine jurassienne. Ses pieds sont appuyés sur un symbole de force, le lion. Voici le tombeau de Marguerite d'Autriche, la fondatrice du monastère. Il s'agit de l'emplacement 10 sur notre plan. C'est le tombeau le plus travaillé, le plus exceptionnel et le plus imposant des 3. Il s'agit là aussi d'un tombeau de type moderne, donc sur 2 niveaux. La partie supérieure, le gisant au vif, de Marguerite est en tenue officielle, sculpté dans du marbre de Carrare. Et en dessous, le gisant transi de Marguerite, à l'âge de 50 ans, sculpté dans de l'albâtre de Saint-Lotin. Ses cheveux dénoués représentés avec un grand réalisme par le sculpteur flamand Conrad Meth. Les visages sont bien sûr tournés vers Philibert.
Ce tombeau en albâtre de Saint-Lotin et avec un socle en marbre noir provenant de carrières belges et suisses est un des plus beaux de style flamboyant, avec des détails impressionnants. Bien sûr, le P et le M entrelacés, symbolisant l'amour des deux époux, mais aussi des têtes de personnages de l'Antiquité ou plus contemporains. On remarquera 2 anges portant le blason et les nombreuses sculptures végétales. En 11 sur le plan, on arrive à la chapelle de Marguerite, et surtout au rétable des 7 joies de la Vierge. Monumental avec ses 5,50 m de haut et 3,50 m de large, vertigineux dans sa qualité des détails. Au sommet, nous découvrons déjà 3 statues, avec au centre la Vierge à l'Enfant. À gauche, Sainte Marguerite foulant aux pieds un dragon, et à droite, Sainte Madeleine avec un vase. En dessous, la partie centrale à la verticale représente l'Ascension, avec la Vierge Marie couronnée et portée par des anges. Au pied de cette partie du rétable, on peut remarquer saint Thomas et Marguerite d'Autriche, représentés en prière devant un tombeau ouvert. En dessous, 2 scénettes. La première à gauche, l'Annonciation, représente l'ange Gabriel debout qui annonce à Marie, qui est assise, sa maternité divine. À droite, la Visitation, représente Marie enceinte qui rend visite à sa cousine Élisabeth. À gauche, nous pourrons admirer aussi l'apparition du Christ à sa mère, ainsi que la Nativité avec les bergers qui admirent l'enfant Jésus qui vient de naître. À droite, en bas, l'adoration des mages, qui offrent à l'enfant Jésus les présents. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la partie en haut à droite. Il s'agit de la Pentecôte, symbolisée par une scène où le Christ envoie à ses disciples l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. Dans cette partie, il y a un cryptoportrait, c'est-à-dire littéralement un portrait caché. En effet, l'architecte, Lois Van Bodegem, s'est représenté parmi les apôtres de la Pentecôte. Si vous regardez de plus près, on le voit portant des lunettes. Toujours dans la chapelle de Marguerite, on pourra admirer aussi une autre pièce majeure des lieux, le vitrail de l'Ascension, avec en haut la représentation d'une procession, copie d'une gravure de Titien de 1510. Au milieu de l'Ascension est le couronnement de la Vierge, et en bas, Philibert et Marguerite en prière. Passons au premier étage en empruntant l'escalier noté 13 sur notre plan, et à la galerie de circulation qui permettait à Marguerite de passer d'un endroit à l'autre. La première chose que l'on remarque, c'est l'oratoire supérieur de Marguerite, qui permettait à cette dernière, grâce à sa voûte en biais, d'assister aux offices en toute discrétion et de se recueillir sans être dérangée. Les chiens sont juste là pour l'animation des lieux, mais on remarquera aussi que la maîtresse des lieux avait une cheminée. Depuis ce couloir supérieur, on admire encore mieux les lieux. Le style gothique flamboyant est magnifique, somptueux. En regardant plus bas, on redécouvre les stalles en chêne. Puis le tombeau de Marguerite de Bourbon, mère de Philibert, et celui de Philibert lui-même, sans oublier les magnifiques vitraux. D'en haut, on voit mieux aussi la différence entre les 3 types de pierres utilisées pour le tombeau de Philibert. On a également une vue imprenable sur le rétable de Marguerite, d'où on ne peut que mieux admirer les détails. En suivant ce couloir, on vient à passer sur le jubé, si richement décoré vu au début de notre visite. Cette position supérieure est la tribune du jubé. En continuant notre chemin, on passe sous une petite arche, pour se retrouver au-dessus de la petite chapelle visitée précédemment et où on peut admirer le tableau de Notre-Dame des 7 douleurs et la maquette de la construction du monastère. Depuis la partie supérieure, on découvre la meilleure vue qui soit sur le tombeau de Marguerite d'Autriche, mais aussi sur l'impressionnante puissance des lieux et sa couleur légèrement dorée de la pierre de Ramas et de jasseron.
En redescendant par un nouvel escalier, on arrive en 7 sur notre plan, dans une petite pièce où sont exposées quelques pièces archéologiques. On remarquera d'abord un sarcophage burgonde au couvercle cassé, découvert en 1953 lors de fouilles dans le sol du Parvis, puis un sarcophage plus massif découvert dans les mêmes conditions. Toujours dans cette même pièce, des vitrines vous feront découvrir d'autres pièces antiques, découvertes dans les lieux alentours, comme des fibules, des sortes d'épingles, des statuettes en pierre blanche comme une vierge ou un dieu maillé, des vieux clous, des pièces, et même une antique pince et quelques céramiques. Voilà pour cette seconde partie. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses et admiré les lieux. Rendez-vous pour notre troisième et dernière partie.